Rebonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce débat donc sur aborder un petit peu les conséquences de l'élection de Donald Trump sur la tech européenne et comment ça nous amène à réfléchir sur nos enjeux d'indépendance technologique et d'autonomie stratégique dans le numérique, qui est un des enjeux cruciaux pour les prochaines décennies. On en a un peu parlé avec Bruno Bonnell, on va peut-être aller un peu plus en profondeur avec vous trois. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'en Europe, il y a à la fois dans le monde politique et dans le monde économique, une prise de conscience de la réalité des nouvelles alliances et de ce que ça veut dire pour l'Europe en termes d'autonomie stratégique sur le numérique? Est-ce que vous sentez une prise de conscience ou alors est-ce qu'on n'y est pas vraiment encore? Peut-être commencer par Anne Bouvreau. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci de m'avoir invité ce matin. Moi, je pense on sent une prise de conscience, y compris chez les citoyens. Et quelque part, les annonces Stargate qu'on a déjà évoquées en début d'événement, les 500 milliards d'investissements dans de l'infrastructure pour l'IA aux États-Unis, donc très très clairement un gros move géostratégique, suivi quelques jours après par cette annonce DeepSeek de pas 500 milliards mais 5 millions. Alors les deux chiffres probablement sont un peu faux, mais quand même l'écart est quand même phénoménal. Je pense que vraiment ça a mis dans les journaux et dans la tête de tout le monde, eh bien, c'est un sujet qui est important pour les États-Unis, c'est un sujet qui est important pour la Chine, et les chiffres sont tellement différents qu'il y a une possibilité de faire autre chose et qu'on a envie d'essayer de faire autre chose. Donc, prise de conscience, oui, je pense qu'elle est là. Mais du coup, est-ce que la réalité va un petit peu à l'envers de ça? Donc il y a une prise de conscience certes, mais par exemple on a vu qu'il y a quelques semaines que Polytechnique a signé un contrat dans le cloud avec Microsoft, pareil pour l'éducation nationale, un peu avant il y avait EDF également. Donc voilà, d'un côté il y a une prise de conscience qui est martelée par les politiques, de l'autre dans la réalité le monde économique semble un peu à la traîne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe entre la volonté d'indépendance et la réalité de nos dépendances? Alors la réalité des choix technologiques des entreprises, des administrations, c'est que ça ne se fait pas comme ça, hein. Donc il peut y avoir eu une prise de conscience en février. Les contrats qui sont annoncés, c'est des contrats qui ont été négociés depuis des mois. Je pense que c'est une première remarque. La deuxième, c'est que en fait, il ne s'agit pas de dire on va arrêter de travailler avec tous les fournisseurs de solutions tech américaines ou d'autres pays. Ce serait juste pas possible. Simplement, ce qui me paraît important, c'est de se dire il faut pouvoir avoir la capacité d'avoir le choix. Donc il faut pouvoir se dire, si je signe un contrat avec Microsoft ou avec Google ou avec n'importe qui, c'est quoi mon alternative et comment est-ce que je suis capable de la mettre en œuvre? Est-ce que je peux avoir une alternative européenne? Déjà, rien que si on n'a pas d'alternative du tout, c'est bien connu par tous les directeurs techniques et responsables informatiques. Si on se dit j'ai signé un contrat avec par exemple Microsoft et qu'il n'y a que Microsoft, l'année d'après, Microsoft arrive et dit c'est plus 30%. Ça, tout directeur informatique l'a vécu. Donc se dire, j'ai une alternative, et si possible, j'ai une alternative européenne, je pense que c'est vraiment ça le choix qu'il faut qu'on essaye de faire dans les mois à venir. Alors, on va demander à l'homme à la casquette verte, Make Europe Great Again, donc André Loscruc-Pietri. Vous êtes quelqu'un qui est un lobbyiste sur ces questions Certainement pas lobbyiste. Sur ces questions de créer un DARPA européen. Enfin, en tout cas, ça fait des années qu'avec Jedi, donc vous voyez, on vous a habillé la scène aux couleurs de Star Wars. Donc Jedi, c'est donc la Joint European Disruptive Initiative que vous avez lancée, qui est, quand je dis en tout cas, le lobbying n'est pas forcément négatif, cher André. Ça peut être aussi positif, ça peut être nécessaire. Vous plaidez, en tout cas, depuis longtemps, pour qu'il y ait une forme de DARPA européen, un réveil. Donc, est-ce que là, vous devriez être content? Effectivement, cette casquette, c'est la preuve que vous allez presque dire merci Trump. Donc, bonjour à tous. En fait, pour relier les deux questions, je crois que le fait qu'on ait encore ce genre d'événement, et merci à la tribune de m'inviter, montre qu'on est effectivement dans la prise de conscience et qu'on n'a pas compris que le monde d'aujourd'hui, il est guidé par une seule chose, c'est les actions et l'impact. Et on vient de revoir, et désolé, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. On a à nouveau eu l'exemple d'un plan qui annonce fièrement que depuis 3 ans, on a mis 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros, c'est 4 fois ce qu'on a économisé avec ce qu'on veut économiser avec la réforme des retraites, et on ne parle pas impact. Où sont les leaderships technologiques qu'on a créés en 3 ans?
Où sont les situations où on n'est pas dépendant? Le fait que 4 ans après, Polytechnique doivent utiliser Microsoft, moi je mets les deux choses en rapport, ça montre qu'on a quand même un échec complet de ce qu'on a fait. Donc toute l'idée de Jedi, c'est pas de dire qu'il faut faire une DARPA européenne ou qu'il faut soudain être souverain, c'est de le faire. Parce que je pense qu'en fait ce qui est en train de se passer remet en cause fondamentalement la manière dont nos sociétés sont construites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui pense jouer au capital investisseur, qui pense jouer aux grands stratèges. Alors, vous me diriez, si le Haut Commissariat au Plan était mené par des gens qui ont une vraie vision stratégique, je dirais pas. Mais aujourd'hui, on est le continent, le pays, et le continent de la surprise stratégique. Ce qui est le motto de cette fameuse DARPA, c'est-à-dire on est surpris partout. On a été surpris par le Covid. Les premiers rapports de la CIA qui montraient la possibilité d'une pandémie comme ça, c'est 2007. Et le premier programme DARPA vis-à-vis d'une pandémie comme ça, c'est 2014. Qui c'est qui en a bénéficié? Une société menée par un Français qui s'appelle Moderna. On est la surprise stratégique de l'invasion de l'Ukraine. On aurait écouté un petit peu plus, alors on les écoute un peu plus maintenant, nos voisins baltes, ils l'avaient anticipé. On est le pays de la surprise stratégique sur OpenAI. Je rappelle qu'on a quand même mis 3 milliards dans un plan IA, M. Cédric Villani, qui malheureusement a un peu disparu de l'environnement. Où sont passés les 3 milliards? J'ai envie de dire où est passé l'argent, quoi. À un moment, je pense qu'il faut qu'on pose les questions, parce que sinon, ce qu'on fait, c'est pas juste défaire la compétitivité et la souveraineté française et européenne, mais c'est qu'on creuse la tombe de la démocratie, puisque les responsables politiques vont avoir de moins en moins, finalement, donner l'impression d'avoir de l'impact sur le monde réel. Et enfin, il y a la surprise DeepSeek. La vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi, par rapport aux masses d'argent qui sont dépensées par les grands de l'IA depuis maintenant 3-4 ans, on n'a pas réfléchi et mené un plan bien structuré. C'était votre question tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux pas arrêter le saupoudrage généralisé et faire quelques grands paris spécifiques? Le grand pari... André, c'est vrai, mais il y a quand même une surprise Mistral. Heureusement qu'on a un Mistral en Europe et en France. Écoutez, et c'est des anciens qui ont travaillé chez Google, chez Facebook, chez Meta. Sauf qu'aujourd'hui, bien malin celui qui sait où la valeur va être créée, et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de débats pour dire que les grands modèles de langage deviennent une sorte de commodité, et que peut-être que la valeur va être créée sur les agents. Donc, il faut Mistral, bravo, d'ailleurs ça ne sort pas du plan France 2030, je tiens à le souligner. Et deuxième chose, il en faut plusieurs pour surtout ne pas tout miser. Mais vous avez dit qu'il y en avait d'autres qui allaient sortir. Moi je les attends, mais pour l'instant je ne les vois pas trop. Vas-y Sylvain. Alors justement, on est en politique parmi nous qui est engagé de longue date sur ces sujets. Comment vous expliquez, Philippe Latombe, ce décalage entre à la fois une prise de conscience, mais dans la réalité ça bouge très peu. On voit par exemple dans le cloud, qui est un des marchés stratégiques du numérique, on voit que les 3 big tech, Microsoft, Amazon et Google, disposent de 70% du marché, 80% de la croissance, et on voit tous les jours des nouveaux contrats signés avec des boîtes qui sont des OIV ou des entreprises de l'État, etc., malgré une doctrine code de centre qui, justement, l'interdit. Donc, comment vous expliquez ce décalage? Pour répondre à votre question et rebondir sur la première aussi, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Oui, il y a une légère prise de conscience, mais elle n'est pas généralisée à tous les pays européens de la même façon, il faut qu'on soit très clair. Elle est un peu plus marquée en France, peut-être parce que, justement, nous avions une position en termes de défense, qui était une position française, qui était totalement indépendante. Nous n'avions pas sous-traité la défense aux Américains comme d'autres pays européens l'avaient fait. Donc il y a quand même eu une volonté à un moment d'autonomie stratégique française au moment de la défense. Et donc on a quand même cette culture de l'autonomie stratégique. Et sur la partie de la surprise, le gros avantage de la France, c'est qu'une partie des militaires français avaient commencé à anticiper ces changements. Il y a eu des surprises, il ne faut pas le nier, mais il y avait moins de surprises, il y avait plus de préparation en France que dans certains autres pays européens. Mais cette cette question de la souveraineté, elle n'infuse pas de la même façon. Je suis désolé, et là je rejoins ce qui a été dit par Jedi. Il faudra que vous me trouviez une casquette un de ces jours aussi. Merci. Mais on a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience opérationnelle de cette problématique. On le voit avec... Alors, Polytechnique nous dit qu'on n'a pas le choix. J'entends bien que c'était négocié éventuellement il y a quelques mois et que ça a été annoncé là maintenant. Mais le fait que les administrations, que la puissance publique n'intègrent pas, que le calendrier
se raccourcit de plus en plus et que la tech raccourcit les cycles, ça veut dire qu'il faut commencer à penser la commande publique de plus en plus courte. Et il faut penser à pouvoir changer de pied dès qu'on en a besoin. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis il y a une volonté aussi de la puissance publique de se dire je vais prendre des trucs parce que j'ai envie d'avoir la PlayStation 5 parce que mon voisin a la PlayStation 5. Enfin, je suis désolé, l'éducation nationale n'a pas besoin d'une Ferrari. Elle a besoin d'une estafette aujourd'hui. Elle a besoin d'embarquer du volume de données et de faire des traitements de base. Elle n'a pas besoin d'IA à ce niveau pour de devoir prendre des solutions américaines de ce type-là. Et donc il nous faut absolument faire comme les Américains. Il faut faire de la commande publique dirigée vers les entreprises françaises et européennes. Il faut qu'on arrive à changer ce dogme européen qui est le marché est pur, parfait et complètement ouvert. Il faut que nous fassions quelque chose de totalement différent. Quelque chose que les Américains font de leur côté. On prend l'Inflation Reduction Act de Biden. C'était pas Trump, c'était Biden. C'est un truc monstrueux. Le seul qui a levé la main en disant c'est pas bien, c'est un commissaire européen français qui s'est fait lourder quelques mois plus tard. Il faut quand même qu'on dise les choses. On a fait la plus belle bêtise aujourd'hui en acceptant et en donnant à Van der Leyen la tête du commissaire breton. Il avait plein de défauts, mais on a donné la tête du commissaire breton pour faire plaisir à Van der Leyen, dans un contexte où on savait que Van der Leyen n'était pas forcément la meilleure des personnes pour pouvoir prôner la souveraineté européenne. Et dernier point, il va falloir aussi que, et ça c'est un mal français, et je suis désolé de le dire comme ça, mais il va falloir que les ESN, les entreprises de services numériques, commencent à penser qu'elles doivent conseiller leurs clients sur la souveraineté, mais aussi sur la désadhérence aux technologies américaines. Aujourd'hui, deux grandes ESN françaises, Orange et Capgemini, bombardent systématiquement tous leurs clients qui veulent changer leur système de relations clients en mettant du Salesforce et de l'Amazon. C'est un changement qui, quand il est fait pour 10 à 15 ans. Ça veut dire qu'on donne les clés de la relation client de ces boîtes-là aux Américains pour 10 à 15 ans. Il faut qu'on arrive à changer ce mode de fonctionnement. Bon, donc je crois que la prise de conscience, elle est assez claire pour tout le monde. Le monde est en train de changer, c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire, au-delà de la prise de conscience, maintenant, il faut agir. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le fait que le bouclier militaire américain, qui pouvait justifier qu'on achetait, notamment pour un certain nombre de pays, et ils vont sans doute continuer à le faire un peu, hein, vous avez vu, ils continuent à acheter des F-35, les Danois, malgré le Groenland. Mais bon, il y a quand même probablement un changement de paradigme vers un Buy European Act généralisé. Est-ce que il faut pour ça des réglementations, comme l'ont fait les Américains. Ça fait des années, moi j'entends parler de ça, et puis rien ne se passe. Est-ce que, alors peut-être commencer par toi, André, sur Bruxelles, et puis Anne Bouvreau et Philippe Latombe, parce que tant qu'on ne l'aura pas, ce Buy European Act, on ne fait que parler dans le vide. Je vais aller un tout petit peu plus dans le détail de ce qui vient d'être donné sur... Moi, je pense que ce qui me choque beaucoup plus, c'est la commande de Microsoft par l'éducation nationale que par Polytechnique. Je pense qu'il ne faut pas demander à des acteurs individuels de faire ces choix-là, parce que c'est leur stratégie, c'est leur rentabilité immédiate. Par contre, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'achat public, mais ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence que les acheteurs, il faut enlever ça du département juridique et il faut mettre ça plutôt dans le département technique, parce que si vous n'êtes pas compétent techniquement, vous ne savez pas la dépendance que vous créez et vous n'arrivez pas à bien évaluer des solutions qui n'ont peut-être pas le prestige. Vous n'avez jamais tort, quand vous êtes acheteur, d'acheter du Amazon. C'est beaucoup plus difficile d'acheter des solutions plus petites. Sauf si vous êtes techniquement bon et que vous pouvez justifier ça. Donc ça, c'est point numéro 1, il faut de la technicité. Quand je vois que la DG Concurrence à Bruxelles, c'est 87% de juristes, rien contre les juristes, évidemment qu'ils n'y comprennent rien. Je rappelle que quand même, ils disaient quand WhatsApp a été racheté par Meta, que WhatsApp n'était pas concurrent de Facebook Messenger. C'est écrit page 116 des attendus de la DG Comp. Ça, quand même, c'est brutal. Ensuite, sur la défense. Là, je prends l'exemple polonais qui vient de se passer. Les Polonais viennent d'acheter pour leur armée de terre pour 6 milliards de chars. Alors, vous pourriez dire, s'ils sont dépendants des États-Unis, ils vont faire plaisir à M. Trump et ils vont acheter de l'Abrams. Eh bien non, ils ont acheté des chars K2 coréens. C'est quoi la leçon de l'histoire? C'est que là aussi, il faut se dire les choses. C'est que si demain, les Allemands ou les Danois ou les Portugais voulaient acheter du Rafale, il n'y en aurait pas. Parce qu'aujourd'hui, Dassault ne peut pas livrer.
Donc le vrai sujet aujourd'hui, qui est intimement lié au sujet de souveraineté technologique, c'est le sujet de réinventer notre outil industriel. Et aujourd'hui, Dassault peut peut-être livrer, mais sa supply chain est aujourd'hui tellement complexe que la plupart des sous-traitants, ils sont comme ça. Donc c'est ça qu'il faut adresser. Et aujourd'hui, ce que je regrette profondément, c'est qu'on n'ait pas utilisé les 3 ans pour réellement passer en économie de guerre. Là aussi, on est dans les grands discours. Économie de guerre, économie de guerre, économie de guerre. On martèle, maintenant il faut faire plus. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer radicalement la manière dont on produit. Nous, on a un programme là-dessus qui, je pense, est absolument essentiel, qu'on fait avec d'ailleurs beaucoup d'industriels français et européens. C'est comment est-ce qu'on réussit à changer nos modes de production très Taylor, en fait, classiques depuis des dizaines d'années où on travaille comme ça, à des usines plus versatiles. Comment est-ce qu'on intègre l'impression 3D, comment est-ce qu'on intègre la robotisation, etc. Ce qui, accessoirement, serait une possibilité de remettre des usines chez nous. Je vous donne l'exemple de cette casquette. Alors, d'abord, cette casquette, pour être clair, c'est pas un hommage à Trump, c'est juste le fait de dire il ne faut pas laisser aux extrêmes et aux populistes le fait d'avoir des options radicales et d'avoir du courage. Sinon, on fera comme avec l'immigration et on le laissera aux extrêmes. Donc, il faut que le centre humaniste se reprenne. Et la deuxième chose, il faut absolument qu'on réindustrialise le pays. Cette casquette produite en Chine, j'ai mis 10 jours, ça a coûté 9 €. Je suis en train d'en faire produire 5000 au Portugal, 23 €, 1 mois et demi. Et si je voulais le faire produire en France, je ne dirais pas qui c'est qui m'a donné une offre, 35 €, 3 mois. Le problème de l'industrie est résumé en une casquette. Je pense que donc en fait il faut donc quand Bruno Baudel dit je n'aime pas cet indicateur, excusez-moi, il ne faut pas se moquer du monde. Non, le vrai indicateur, c'est que si on n'a pas les usines chez nous, on n'aura pas l'innovation chez nous parce que, comme le disait très bien Philippe, les cycles deviennent tellement courts que si on ne peut pas tester très vite, on n'innove pas et on ne va pas être devant. Alors, au-delà de l'industrie, il y a aussi des solutions numériques qui pourraient être choisies par les entreprises françaises. Est-ce que le principal problème de la France et de l'Europe, c'est la crédibilité des offres numériques? Parce qu'il y a des offres concurrentes, alternatives, dans tous les domaines. Il y a des alternatives à Microsoft, à Google, à Amazon, aux autres. Mais quand c'est le moment de choisir, il y a une frilosité et une peur des acheteurs dans les grands groupes, dans les ESN, pour prendre ces solutions-là. Donc c'est un problème de crédibilité avant tout qui veut répondre peut-être Je prends ça. Enfin, il y a un problème économique et ça, on l'a complètement oublié. Et pourtant, la crise du Covid nous l'avait rappelé normalement. Je prends l'exemple de VMware. VMware acheté par Broadcom. On avait laissé VMware en pensant que c'était pas grave, c'était une petite brique dans un coin qu'on pourrait s'en passer. Sauf que VMware se fait racheter par Broadcom et multiplie change totalement sa politique commerciale en arrêtant les licences perpétuelles, en modifiant les tarifs, en les multipliant par 7, et vient d'annoncer pour le 10 avril qu'ils allaient continuer pour les petites entreprises puisqu'ils allaient modifier la politique tarifaire sur le nombre de cœurs nécessaires pour le... Et puis ils font de l'Oracle. Alors, tout le monde crie sur Oracle régulièrement, ça fait des années qu'on crie sur Oracle, parce que ce sont des extorqueurs. Ils viennent faire des audits, ils regardent combien vous avez de postes de travail, combien vous avez acheté de licences, et ils vous disent vous n'en avez pas assez, donc je vous en remets, puis je vous mets une pénalité supplémentaire. VMware va me faire la même chose. On n'a toujours pas compris qu'il fallait qu'on se passe de VMware. On continue à se laisser manger par des fournisseurs qui, dans le contexte international actuel, sentent bien que comme ils sont américains, ils ont un petit problème. Et que donc ils ont intérêt à prendre maintenant tout de suite ce qu'ils peuvent prendre maintenant tout de suite. Et donc aujourd'hui, on voit ce que fait Microsoft. Microsoft est en train de nous faire payer son investissement dans l'IA en augmentant les tarifs de ses licences d'Office 365 et autres pour essayer d'amortir le coût de l'IA, parce qu'en plus ils sont plantés sur Copilot, parce que c'est quand même franchement une grosse dope Copilot. Mais ils essaient de nous le faire payer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les entreprises qui payent. C'est la valeur ajoutée de nos entreprises en France qui payent cette partie-là pour les États-Unis. Et donc la vraie difficulté qu'on va avoir à faire, et j'espère que l'Union européenne n'aura pas cette bêtise en tête, qui est de dire dans la guerre commerciale qui va commencer demain avec les États-Unis, on va mettre des droits de douane à hauteur de 20% sur les produits numériques. Ça n'aura aucun impact pour les entreprises américaines, ça aura un impact pour toutes les entreprises françaises de 20% de hausse du prix et donc de baisse de la valeur ajoutée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille vers de la commande publique, vers des entreprises françaises et européennes, que du coup, le marché, on le dessert, on le réouvre pour les entreprises françaises et européennes, qu'on soit en capacité, avec de la régulation, parce que ça on sait faire, de dire, sur les marchés publics, désolé, les règles extraterritoriales américaines, on n'en veut plus. Donc vos courriers que vous nous envoyez à toutes les entreprises en disant, vous choisissez entre votre programme d'inclusion positif ou la commande avec l'État fédéral américain, il va falloir qu'on en discute.
Et si vous décidez que c'est comme ça que ça fonctionne, bah nous, on a décidé que c'est plus comme ça que ça fonctionnerait. Et donc, on prendra des mesures identiques. Et donc, on va pouvoir réouvrir le marché. Et si on réouvre le marché, on pourra remettre de l'innovation, remettre des entreprises qui fonctionnent. Mais il faut qu'on arrive à penser que quand on a un seul fournisseur, on est à la main du fournisseur à l'arrivée. Si vous avez qu'un seul fournisseur de cloud, vos données sont là-bas, vous êtes pieds et poings liés avec ce fournisseur. La réversibilité est très compliquée à faire. Jamais vous pourrez le faire, les tarifs vont augmenter et en plus, récupérer vos données vont être compliqués. Donc il faut absolument qu'on arrive vers du multi-fournisseur, du multi-cloud, voilà, et qu'on arrive à desserrer cet étau-là. Et ça, il faut que l'ensemble des pays européens le comprennent et arrivent vers ce fameux Buy European Act, qu'on arrive à le faire. Et puis qu'on arrive à driver la commande publique vers des petites entreprises, vers les PME, TPE, pas vers les grands groupes. Ce mal français qu'on a encore de faire des gros marchés publics qui sont ensuite adressés à des ESN, qui le coupent en tranches en prenant la valeur ajoutée auprès des petites boîtes, ça va plus. Il faut qu'on aille directement vers les petites boîtes. Et là, je suis d'accord, il faut qu'on ait des acheteurs qui ne soient plus des juristes, qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir une seule tête et deux oreilles en face d'eux, donc un seul contrat. Il faut avoir plusieurs contrats, donc plusieurs allotissements. Il faut Merci changer. Philippe Claton, ça fait plaisir d'entendre un homme politique qui, sur ces sujets-là, sait de quoi il parle. Vous n'êtes pas très nombreux, malheureusement, mais en tout cas, merci de ce que vous venez de dire. Parce On que peut parler du chiffrement de bout en bout aussi, si vous voulez, mais ce sera peut-être à Lille. Alors, Non, peut-être ça va. Anne Bouvreau, sur ce que vous venez de dire, vous voyez réagir à la fois sur la commande publique, le Buy European Act, et peut-être faire le pont avec le sommet sur l'IA, les suites dont vous vous occupez. Oui, absolument. Alors, je suis d'accord sur un certain nombre de choses, effectivement. Je pense qu'il y a effectivement besoin d'avoir le choix. Sur la régulation, on a un peu tendance à se dire la solution, c'est la régulation. En Europe, c'est un peu notre point faible. La régulation, c'est bien si c'est au service d'une stratégie. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie de résilience numérique, d'indépendance qui se fera pas en un jour, on le disait, mais de avoir des solutions alternatives. Et ça peut passer, et il faut que ça passe par un Buy European Act, par un Small Business Act aussi au niveau européen. Donc c'est exactement ce dont on parlait. Mais il faut que ça passe aussi effectivement par de la commande publique. Il faut qu'on fasse attention à ne pas être uniquement sur des échelons nationaux, parce que ça marchera pas. Si on veut avoir la puissance du marché européen, il faut se dire que acheter une solution, utiliser le traducteur DeepL, qui est une société allemande qui marche très bien à la place de Google Translate, c'est super. C'est une solution européenne, elle marche très très bien et ça fait partie des choix de résilience qu'on peut avoir en tant que citoyen. Et après, il faut aussi que les entreprises se saisissent du sujet. On a annoncé au sommet pour l'action sur l'IA une initiative EU AI Champions, qui sont des grandes entreprises européennes et des licornes européennes, alors dans lesquelles il y a Mistral, dans lesquelles il y a Helsing, qui est une licorne d'IA de défense, qui est une société franco-allemande, ou germano-française, dans lequel il y a un certain nombre d'autres startups, pour passer des contrats ensemble et travailler ensemble. On n'a pas assez tendance, ni en France ni en Europe, à ce que les grandes entreprises se disent « je vais travailler avec les startups, on va innover ensemble », plutôt que de se dire « j'ai mon département R&D et j'ai des gens très très forts et on va faire tout ça tout seul » et en passant des contrats avec des entreprises américaines ou asiatiques. Il faut qu'on travaille petites entreprises, licornes, qui sont déjà assez grandes, et grandes entreprises à l'échelon européen ensemble. Et ça, c'est pas uniquement de la régulation, ça, c'est de la décision de faire des choses ensemble. Donc oui, il faut de la régulation en ayant une vision stratégique. Oui, il faut de la commande publique intelligente et forcément, je suis de formation d'ingénieur, donc je suis absolument d'accord. Il faut des juristes, mais il faut aussi des gens qui connaissent le sujet d'un point de vue technologique. Et il faut des décisions d'entreprises, petites, grandes et de citoyens pour avoir envie d'aller vers cette capacité d'indépendance. Alors, si je tire un petit peu le fil de ce que vous dites tous les trois, vous dites en gros, il faut remettre en rapport de force par la régulation et par une prise de conscience et une action des entreprises pour choisir des solutions différentes des solutions américaines. Mais si je mets un petit peu les pieds dans le plat, évidemment, les États-Unis ne vont pas être d'accord de tout ça. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe si les Américains décident de faire ce qu'ils font aujourd'hui sur d'autres secteurs comme l'automobile, mais sur le numérique, par exemple, en utilisant le cloud
comme une menace et une sorte de chantage vis-à-vis des entreprises européennes. Les Américains pourraient débrancher beaucoup d'entreprises européennes. Donc est-ce que ce rapport de force-là, il n'est pas un peu illusoire, dans le sens où, vu l'ampleur de nos dépendances actuelles? Il faut s'y préparer. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut qu'on commence à se dire que les Américains pourraient nous imposer de nous débrancher, ou en tout cas de dégrader les solutions qu'ils nous offrent. Ils l'ont déjà fait avec Huawei. Ils peuvent le faire avec nous en cas de crise commerciale majeure. Et donc il faut absolument qu'on se décramponne de cette technologie, qu'on arrive à trouver des alternatives. Alors peut-être qu'il ne faut pas le faire de façon brutale pour éviter de rajouter de l'épidermique chez Trump, mais il faut qu'on ait cette vision-là. Il faut que les entreprises intègrent ce risque. L'entreprise, c'est une question de balance entre le risque et l'avantage. Là, il faut qu'elles intègrent dans leur gestion du risque qu'il peut y avoir un problème technologique et qu'il faut qu'elles aient des solutions de contournement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de leur donner dans NIS 2, qu'il va falloir qu'on transpose, en disant, en termes technologiques, il va falloir que vous ayez des solutions alternatives très rapides au cas où on vous débranche une solution. NIS 2, c'est donc pour la cybersécurité. Peut-être préciser, il y a une loi on verra Clara Chapaz tout à l'heure, mais on lui en parlera, mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Transposition de 3 directives européennes, DORA qui concerne le secteur financier, NIS 2 qui rehausse le niveau de cybersécurité de l'ensemble des entreprises et organismes publics. Ça va être très important. Les collectivités sont dedans, les centres hospitaliers sont dedans, et REC qui est sur la partie résilience, donc comment est-ce qu'on peut rendre les objets connectés plus résilients. Et donc ces 3 transpositions sont en cours. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer, là on parle beaucoup, on a annoncé le Stargate européen avec des data centers, on voit les premiers projets arriver. La France vend évidemment son avantage comparatif avec le nucléaire et le plug baby plug du président de la République. Donc tout ça est très bien, ça va peut-être se mettre en place. Mais est-ce qu'on peut espérer avoir un vrai cloud souverain européen? On en parle depuis des années. Est-ce qu'il doit être privé? Est-ce qu'il doit être public-privé? Est-ce que c'est pas le nerf de la guerre dans la tech, effectivement, que de s'assurer d'avoir les capacités de rapatrier nos données, ou en tout cas de s'assurer que nos données nous appartiennent? C'est vraiment ça la clé. J'ai envie de dire que le débranchage, il se passe déjà. Il y a un exemple très concret. Tous les chercheurs dans le domaine aujourd'hui des sciences de la vie médicale ont vu il y a 10 jours l'accès à PubMed, où est publié toutes leurs données de recherche médicale. Ça a été parce que les coopérations vues des États-Unis dans le domaine médical ne sont plus bienvenues. Donc ça va arriver très vite. Alors, j'ai envie d'être optimiste, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se raconter des histoires. Regardez ce qui s'est passé à nouveau dans le premier panel. Et à nouveau, Bruno est un copain, donc je dis ça avec prudence. Il n'est pas là pour répondre. On a ISAR qui vient... Alors, ils ont fait un vol de 18 secondes, certes, mais c'est la première fois qu'il y a un lancement. Est-ce que vous pensez que la conséquence de ça, c'est de se dire, il ne faut pas voir juste un acteur, mais de dire, est-ce qu'il faut vraiment que France 2030 continue à mettre 150 millions d'euros dans 5 ou 6 start-up des lanceurs? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut que Ariane crée sa propre filiale Maya Space pour faire concurrence aux start-up? Non, mais on vit en plein délire. Mais l'inverse est vrai. Les Allemands, qui sont tout le temps en train de dire il faut, et je suis à moitié allemand, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible, qui passent leur temps à dire il faut une union des capitaux. Vous avez Unicredit, banque italienne, menée par un Français, qui veut racheter Commerzbank, une espèce de banque qui a été quasiment zombie, qui a récupéré avec de l'argent public. On veut racheter la deuxième banque allemande. Ah là là, soudain, ça devient stratégique. Donc je pense que tant que les pays n'ont pas pris... Aujourd'hui, la prise de conscience n'est pas là. Je pense qu'on n'a pas compris qu'on est dépendant et que si on ne fait pas, comme le dit Anne, que sur la traduction, on va tout mettre sur 2-3 acteurs et s'ils ne sont pas français, tant pis. Il faut qu'on sache sur quoi on est bon. Et donc aujourd'hui, non, ça n'est pas arrivé. Et peut-être sur l'histoire de l'achat public, je pense qu'il ne faut pas imposer des solutions européennes. Mais on peut déjà imposer que dans tous les appels d'offres, il y ait au moins une solution européenne. Aujourd'hui, il n'y a même pas de solution européenne qui est parfois considérée. 2, il faut de l'intelligence. Et 3, il y a un mot qui n'a pas du tout été prononcé, c'est le sujet d'anticipation. DeepSeek nous montre qu'on peut rebattre les cartes en permanence. Et c'est pour ça que je suis tellement convaincu que je ne fais pas du lobbying, mais c'est qu'on met en œuvre, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de créer un hyperscaler européen. Mais le coup d'après dans le cloud, c'est peut-être pas... Et pardon, même le président, je ne suis pas sûr que plug baby plug, ça soit une bonne idée. DeepSeek montre bien que l'avenir de l'IA, ce n'est pas forcément des centaines de milliers de GPU et des gigawatts. Notre cerveau utilise 25 watts. Là-dessus, il y a débat.
Donc il faut viser le coup d'après, sinon on André, va toujours être en train de concourir avec on a terminé, de courir derrière. On a terminé le débat. On a quand même laissé le mot de la fin à Anne Bouvreau sur les suites de. Mais de merci votre beaucoup. sommet. Moi, je pense que on s'est retrouvés sur beaucoup de choses. Sur les Américains vont-ils nous débrancher demain matin? Je pense pas demain matin surtout. C'est un marché énorme, le marché européen, il faut se le dire. Et la raison pour laquelle ils luttent contre la réglementation européenne, et on a vu J.D. Vance au sommet le dire clairement, c'est parce qu'ils veulent bénéficier de ce marché-là. Mais par contre, on commence à voir des endroits où ils le font, et ils sont capables, de la même manière que les Russes font un certain nombre de choses par rapport à leurs pays voisins, des attaques cyber, etc. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on opérationnalise cette capacité à choisir quels sont les outils numériques qu'on a. Et j'espère que le sommet IA et les suites, dans ce contexte malheureux de la guerre en Ukraine, va nous permettre d'opérationnaliser ça avec tous les outils qu'on a. Merci Merci beaucoup à tous les trois. Merci.